Mercredi, dernier jour de classe avant le début des congés de Pâques. Au lycée municipal Pierre Gadier de Yopougon, élèves de 3e et de terminale achèvent les examens blancs sous l'œil vigilant des enseignants et du personnel administratif. La fin des examens blancs coïncide avec le départ pour les congés. Les débuts des congés de plus en plus sont très mouvementés. Donc, M. Le Dren a décidé que les examens blancs se tiennent à ces périodes-là. Comme ça, c'est sûr que les enfants sont maintenus, ils sont occupés. Donc, après cette occupation des examens blancs, ils vont en congé directement. À quelques kilomètres de là, au terminus du bus numéro 47, des élèves déjà en congé pour une raison ou une autre s'essaient à tous les jeux. Pour beaucoup d'entre eux, ils se donnent un temps pour jouer et un autre pour étudier. En ce village, moi et mes parents, ils jouent ballon, ils étudient aussi. À la fois, vers les 16 heures, ils m'étudient. Quand c'est l'heure de jouer ballon, ils jouent ballon. Quand il n'y a pas cours, on se met à la rue, on cherche un peu d'argent. Quand la rentrée arrive, je vais à l'école. Mais pour le moment, il fait encore assez pour rester devant des téléphones. Chaque 20 heures, en congé, chaque 20 heures, je révise. Côté parents d'élèves, on promet de faire tout son possible pour amener les enfants à étudier durant ces congés de Pâques. Après leur examen, sincèrement, les enfants ils étudient, viennent m'aider un peu. Et puis, bon, ça dépend, ils font. En tout cas, ma grande fille, elle fait son programme, elle vient m'aider un peu, puis elle va étudier. Si aujourd'hui, les enfants sont un peu désobéissants, vous savez que l'obéissance conduit à la réussite. La désobéissance conduit à l'échec. Alors le parent qui comprend ça doit veiller sur son enfant, doit lui donner des conseils et aussi arrêter de suivre des amis qui sont aussi brouillons. Les enseignants sont unanimes. Rien ne peut remplacer l'encadrement des enfants à la maison. Les parents d'élèves sont donc invités à faire en sorte que leurs enfants ne s'éloignent pas trop longtemps de leur cahier de leçons. Congé de Pâques, repos, d'accord, mais il ne faudrait pas qu'ils ferment totalement les cahiers parce qu'au retour, on rentre directement dans les examens. Or, c'est l'objectif final. Les parents d'élèves, ils doivent encadrer les enfants. Il ne faut pas qu'ils abandonnent les enfants aux seules mains des encadreurs à l'école. Ce que nous faisons à l'école, il doit y avoir une continuité à la maison. C'est vrai, je les comprends. Ce n'est pas facile, il faut aller au travail. Mais il faut trouver du temps, c'est une question d'organisation. Officiellement en congé à partir de ce mercredi et ce jusqu'au 9 avril prochain, beaucoup d'enfants promettent de bien s'amuser sans oublier d'étudier. Aux parents d'élèves de veiller à ce qu'il en soit ainsi, selon les éducateurs. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, seuls 4 à 10% de femmes utilisent une méthode contraceptive moderne et 50 à 70% des femmes enceintes sont assistées à l'accouchement par du personnel qualifié. Aussi observé, 10 à 11% d'enfants de 0 à 5 ans souffrent de malnutrition chronique et 125 enfants de 0 à 5 ans meurent sur 1000 naissances vivantes. Des raisons qui expliquent la mise en place du projet prise en charge intégrée de la santé maternelle et infantile et de la nutrition dans le nord de la Côte d'Ivoire. Une initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour faire un projet, il faut une étude. Et ce que l'étude a relevé, c'est que le couple mère-enfant a besoin d'un soutien. Dans le nord, le besoin se fait sentir. Et c'est pourquoi ce projet vise vraiment la région du nord pour mieux prendre en compte les aspects nutritionnels et la santé mère-enfant dans ces régions-là. Améliorer la santé des mères, des femmes enceintes et des enfants passe entre autres par la formation des agents de santé, la dotation des centres de santé en équipements et en médicaments. La mise en œuvre du projet sera faite par l'UNICEF en collaboration avec l'Agence française de développement. L'UNICEF va accompagner et dans la formation des agents de santé en charge des thématiques santé maternelle et infantile, avec un système de tutorat, avec l'appui de ceux qui connaissent déjà, qui sont dans les hôpitaux, qui sont pointus, qui vont aller dans les centres de santé, apprendre aux gens comment faire, comment sauver un enfant, comment sauver une mère. Le projet de prise en charge intégrée de la santé maternelle et infantile et de la nutrition dans le nord de la Côte d'Ivoire s'étend sur 5 ans. Il est cofinancé par l'État ivoirien et l'UNICEF à plus de 7 milliards de francs CFA. Ce sont plus de 32 500 ménages ruraux des régions de la Bagoué, du Poro,
du Tchologo, du Hambol et du Gbeke qui bénéficieront de cet accord financier entre la Côte d'Ivoire et le Fonds international de développement agricole, FIDA. Des régions caractérisées par une grande incidence de la pauvreté, mais qui offrent un grand potentiel dans la production de cultures telles que le riz, les maraîchers ou la mangue. Des régions très ciblées à permettre au pays de continuer à réduire et à mettre en œuvre tous les efforts pour la réduction des inégalités entre les différentes couches sociales. Le coût total de ce programme s'élève à 43,8 milliards de francs CFA. Il vise l'amélioration des revenus des petits producteurs en les aidant à s'intégrer dans les filières correspondant à leurs produits respectifs. La mise en œuvre du PADFA va renforcer les actions prévues dans les filières concernées tout en assurant la durabilité de la sécurité alimentaire et des revenus des exploitants agricoles dans les régions bénéficiaires de ce projet. Je saisis cette opportunité, Monsieur le Président, pour réaffirmer le rôle combien essentiel du FIDA dans le développement rural en Côte d'Ivoire, vu l'impact de vos différents projets sur les populations ivoiriennes. Depuis 1984, le FIDA a financé 11 programmes et projets de développement en Côte d'Ivoire pour un montant total de 411,8 millions de dollars US, soit 218,7 milliards de francs CFA. Yuri Gagarin a trouvé la mort en avion en voulant éviter un ballon météo. Ça, c'est la version officielle. Mais tout commence près de Moscou, à l'aéroport Skolovski, le 27 mars 1968. Au petit matin, Yuri Gagarin se prépare pour un vol d'entraînement de routine avec un avion MiG-15. Le vol de son collègue, le cosmonaute Vladimir Aksionov, est annulé. Il était prévu 1 heure avant celui de Yuri. L'on est sans nouvelles de Gagarin et de son copilote Vladimir Seryogin. Ils ne répondent plus aux appels radio. À 65 km de l'aéroport, les hélicoptères trouvent des fragments de la carcasse de l'avion. Le corps de Yuri Gagarin est retrouvé le lendemain, c'est-à-dire le 28 mars. Gagarin est mort. C'était un choc. Pour la première fois dans l'histoire de l'URSS, une journée de deuil national est observée pour une personne autre que le chef de l'État. Lorsque la commission d'enquête rend ses conclusions, les constructeurs sont perplexes. Selon elle, l'équipage de l'avion a dû exécuter une manœuvre brusque à cause d'un changement dans la situation de l'air, ce qui a provoqué le crash de l'appareil. Aucun document des 29 volumes de l'enquête n'a jamais été publié en entier. Les rumeurs les plus folles circulent sur la mort du premier homme de l'espace. Tué sur ordre du Kremlin, jaloux de sa popularité, ivre lors du vol, kidnappé par les extraterrestres, etc. Lors du 50e anniversaire du premier vol dans l'espace de Gagarin, le 12 avril 1961, les archives du Kremlin révèlent de nouvelles conclusions sur la mort du premier cosmonaute. Comme l'une des raisons probables du crash de l'avion, elle pointe du doigt la présence d'un ballon météo que Gagarin et Seryogin ont tenté d'éviter avant de perdre le contrôle de l'appareil. Le mystère reste cependant entier. Plusieurs experts parlent de défauts dans l'organisation et les dysfonctionnements du secteur spatial soviétique, alors symbole des succès de l'URSS. Une autre version de la mort de Gagarin, évoquée après la chute de l'URSS en 1991, évoque de la négligence et la violation des règles de l'aviation. Le cosmonaute Alexei Leonov, membre de la commission d'enquête en 1968, stipule qu'un avion Sukhoi qui n'aurait pas dû se trouver là a croisé la trajectoire du MiG de Gagarin, passant à moins de 20 mètres de son appareil. En franchissant le mur du son, le pilote aurait provoqué la vrille et le crash de l'avion du cosmonaute. Mais tant que les documents officiels ne seront pas rendus publics, cette affirmation reste une simple hypothèse.